Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Au nom du pôle promotion et animation de la province de Liège, je vous remercie d'être venus si nombreuses et nombreuses à notre 8e et dernière conférence Jeudi Santé de l'année. Conférence Jeudi Santé avec un thème aujourd'hui encore qui nous intéresse toutes et tous, qui est l'alimentation et tous les types d'alimentation. On verra ça tout à l'heure. Alors, le mois dernier, nous étions à Nu. Ce jour, nous sommes aujourd'hui à Verviers, au pôle, à l'HEPL de Verviers. Voilà. Nous tenons à remercier l'HEPL pour sa collaboration ainsi que sa belle salle dans laquelle nous sommes aujourd'hui ce soir. Vous voulez vous dire aussi que nous tient à cœur depuis quelque temps en fait, de voyager dans les différentes communes de la province et de partir avec nos conférences pour un petit peu faire partager toutes ces conférences Jeudi Santé partout dans notre belle province. Voilà. Alors ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Caroline Decoq, qui est diététicienne et professeure de diététique à l'HEPL. Le sujet du jour questionne bon nombre d'entre nous. On va parler de végétarisme, végétalisme, véganisme, flexitarisme. Et alors, à quelle sauce allons-nous être mangés? Voilà, c'est le thème du soir. Voilà, donc nous allons commencer par rapport à végétarisme, végétalisme, véganisme, flexitarisme. Voilà. À quelle sauce allons-nous être mangés? Donc c'est vrai que c'est une thématique d'actualité, on en entend beaucoup parler dans les médias. Donc la demande du service ici provincial était de pouvoir avoir une clarification un petit peu par rapport à tout ça et de répondre à vos interrogations si possible. Alors première chose, on va déjà commencer par vous faire un petit peu travailler. Donc par rapport à la présentation de ce jour, donc un premier dénominateur commun de toutes ces thématiques et toutes ces pratiques alimentaires, c'est de manger moins de viande et plus de légumes. Donc première question qu'on va se poser, est-ce que c'est une bonne idée déjà pour la santé d'avoir ces pratiques? Alors, une définition des termes végétarisme, végétalisme et véganisme pour reclarifier un peu la situation, parce que parfois, ce n'est pas toujours des choses qui sont extrêmement claires. Voir s'il y a des risques à ces pratiques en termes parce que ça consiste quand même en des restrictions alimentaires par rapport à une alimentation, je veux dire, omnivore plus classique, et voir justement ces risques qu'on pourrait mettre en avant. Comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir les limiter et pratiquer ce type d'alimentation pour ceux qui le souhaiteraient en ayant une alimentation la plus complète et équilibrée possible. Alors un petit mot sur les faux amis. Alors il y en a beaucoup, mais là on va vous montrer un ou deux exemples. Et après, je vais revenir sur le flexitariat, qui est un peu le nouveau venu dans toute cette troupe de pratiques alimentaires un peu alternatives. Et donc, s'arrêter sur le flexitariat, et puis la conclusion, évidemment, de l'intervention et quelques pistes. Donc ici, par rapport aux formes, je vais aller voir si vous avez déjà répondu. Je n'ai pas encore de réponse. Ah si, j'ai 6 réponses ici. Alors, par rapport aux envies de changement, donc la première question était de savoir pourquoi est-ce que certaines personnes pourraient avoir, à votre avis, des envies de changement. Je vois qu'il y a 6 personnes qui ont réussi à accéder ou qui ont voulu accéder par rapport à cette question. Et donc, au niveau de ces 6 réponses, qu'est-ce que vous avez pu répondre? Donc, il y a quelqu'un qui a mis la protection de l'environnement, avec la croyance de mode d'alimentation plus saine. Donc ça, c'est intéressant. Quelqu'un qui a parlé de la santé et du bien-être animal, de la santé et l'écologie. Donc là, on voit qu'il y a des choses dans vos suggestions qui se rejoignent. La curiosité, oui, il y a peut-être des personnes qui s'intéressent à ce mode d'alimentation, une envie de changer pour essayer de nouvelles choses, peut-être de nouvelles recettes, de nouveaux produits. Donc ça peut être intéressant aussi. Alors, il y a quelqu'un qui n'a pas de pensée en ce qui concerne être végétarien ou pas. Ce n'est pas quelque chose auquel il a peut-être pensé. Et de nouveau, la condition animale. Donc on voit que c'est quand même quelque chose qui vous a
interpellé. Alors, à la question, est-ce que manger plus végétal, c'est meilleur pour la santé? On voit ici, par rapport aux personnes qui ont répondu, donc il y a 4 personnes qui ont répondu que c'était meilleur pour la santé, quelqu'un qui a mis qui ne savait pas, et quelqu'un qui a mis à vous de me le dire. Ça tombe bien, c'est pour ça qu'on est là. Donc voilà. Et par rapport à ceux qui ont mis que c'était meilleur pour la santé, la question 1, on a changé un peu. Il y en a qui répondent en cours de route. Donc il y a une personne qui a triché, elle a regardé les réponses des autres, et elle a répondu qu'elle était d'accord. Et pourquoi pensez-vous que c'est meilleur pour la santé? Ici, il y en a qui ont répondu amélioration du risque cardiovasculaire. Donc là, c'est quelqu'un qui a déjà une vue assez précise des choses. Les gens ont tendance à manger plus de légumes et de fruits. OK. Moins d'acides gras saturés, c'est aussi quelque chose d'assez précis comme réponse. La diminution du risque de maladie cardiovasculaire, une nouvelle fois. Et je suppose, vu que les discours vont dans cette direction, et donc c'était un peu l'objet de la conférence aujourd'hui, c'est de se dire, il y a plein de discours qui émanent par rapport à ce type de pratique alimentaire, et donc on va clarifier un petit peu, parce que parfois on a l'impression que ça va dans cette direction-là, mais on ne sait pas toujours pourquoi. Et si vous pensez connaître un autre attrait à manger plus végétal, moins de viande, notez-le ici. Je pense que personne n'a noté d'intérêt supplémentaire parce que vous aviez déjà tout mis dans vos réponses sur les questions précédentes. Donc ici, on va aborder d'abord les avantages à manger plus végétal et moins de viande. Donc au niveau de la santé, évidemment, c'est le premier point auquel on pense. Il y a des avantages qui ont été cités tout à l'heure dans le questionnaire. Et donc, effectivement, par rapport à la santé, quand on regarde les différentes études, quand on regarde les différents papiers, on voit qu'il y a une amélioration des paramètres, comme des paramètres de glycémie, comme les lipides sanguins qui peuvent être remarqués chez les personnes qui mangent plus végétal, qui mangent plus de fruits et légumes par rapport à ceux qui en consomment peu. L'indice de masse corporelle est généralement plus faible aussi chez les personnes qui mangent plus de fruits et légumes, plus de produits végétaux, donc le poids également. Et on a aussi la diminution du risque de certains cancers, comme notamment le cancer colorectal, qui est lié à une surconsommation de viande rouge, de charcuterie, par exemple. Maintenant, la question de se poser jusqu'où aller par rapport à cette végétalisation de son alimentation. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à être végétarien? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à être végétalien? Est-ce qu'il faut exclure complètement tout produit animaux? Donc ça, c'est une question à laquelle on va un petit peu tenter de répondre. Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est meilleur pour la santé de manger beaucoup de produits d'origine plutôt végétale, mais est-ce qu'il y a des contre-indications à ce que cette alimentation plus végétale soit mise en place, ou à avoir des pratiques avec une alimentation qui serait complètement d'origine végétale, par exemple. Alors, il y a un argument parfois qui ressort aussi, ou qui peut être évoqué, c'est l'argument du coût. Ici, par rapport aux 2-3 petites questions auxquelles certains ont répondu assez rapidement, c'est quelque chose qui n'est pas ressorti. Donc c'est vrai qu'on n'y pense pas. Vous êtes peut-être des personnes déjà sensibilisées qui ne mangent pas des énormes quantités de viande, je ne sais pas. Mais le fait de réduire un petit peu la portion de viande, la portion de poisson dans l'assiette peut être une façon aussi de gérer, de maîtriser son budget alimentaire avec une assiette qui est un petit peu plus riche au niveau de la proportion de légumes, de céréales. Mais attention, l'idée n'est pas que ce soit l'argument principal d'un changement alimentaire. Et l'idée n'est pas non plus que certaines personnes se sentent obligées, parce que si vous avez des gens qui n'achètent plus de viande par obligation parce qu'ils n'ont pas le budget pour le faire, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable et qui ne devrait pas exister. Donc voilà, ici, oui, ça peut être un argument supplémentaire en disant en même temps, en faisant des changements, je peux améliorer la qualité de mon alimentation, je peux peut-être acheter des produits de meilleure qualité parce que je diminue un petit peu mon budget au niveau de la portion de viande ou de la portion de poisson, mais ça ne va pas être un argument principal.
Alors, vous avez parlé aussi de l'impact sur l'environnement. Donc, évidemment, il y a un impact moindre de la production des végétaux par rapport à tout ce qui est élevage, à condition qu'on reste sur quelque chose de relativement local et des circuits qui sont les plus courts possibles. Évidemment, l'impact va être beaucoup plus discutable avec des végétaux qui viennent de l'autre côté de la terre, avec des avocats qui sont produits très loin, avec des kiwis qui viennent de Nouvelle-Zélande. Donc là, on peut se poser la question de l'intérêt à ce moment-là de ces produits qui sont des produits plus végétaux. Et au niveau de l'élevage, on peut aussi un petit peu gérer son impact environnemental par rapport à sa consommation de viande, en choisissant aussi pas obligatoirement du bœuf systématiquement, qui va avoir un impact environnemental qui va par exemple être supérieur à la production de viande de poulet, de volaille par exemple. Donc ça peut être une façon aussi de gérer un petit peu son impact pour quelqu'un qui n'aurait pas obligatoirement l'envie de devenir végétarien. Alors, en faisant un petit peu les recherches par rapport à cette thématique et en allant voir un petit peu plus loin aussi, vu qu'on parlait d'environnement, vu qu'on parlait de santé, je suis tombée un petit peu en creusant la question sur cet indice, l'indice SNRF. Donc ça, c'est pour que vous sachiez que ça existe, pour vous montrer qu'il existe un indice qui permet de donner en fait un peu un index de qualité nutritionnelle et environnement et de l'impact environnemental des aliments. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore présent sur les emballages de nos aliments à l'heure actuelle, mais peut-être que ça pourrait le devenir un jour. Donc cet indice, il repose sur différents facteurs qui, combinés ensemble, vont donner un score pour voir quels sont les aliments qu'il est le plus intéressant de consommer pour avoir une bonne santé combinée à un impact environnemental qui est correct. Et c'est un petit peu ce qui va dans le sens des objectifs du développement durable, de pouvoir avoir une alimentation qui est à la fois saine avec un impact environnemental limité. Donc cet indice, il repose sur quoi dans son calcul ? Sur la densité énergétique, donc l'apport calorique par rapport aux produits, à la quantité de produits, sur 3 nutriments qui ont été mis en avant comme étant des nutriments importants, donc les protéines, les acides gras et les fibres alimentaires. Donc la présence de ces protéines d'origine végétale, des acides gras essentiels et des fibres alimentaires. Des nutriments qui ont été considérés plutôt comme négatifs et à limiter, donc qui vont alors à ce moment-là faire diminuer le score, comme le sel, les graisses saturées et le sucre ajouté, donc qui n'est pas quelque chose qui est nécessaire dans notre alimentation et qui reste à limiter, et des caractéristiques nutritionnelles qui vont être liées aux émissions de gaz à effet de serre de ces aliments. Alors du coup, quand on va voir apparaître dans une publication ou dans un article, par exemple, une référence à ce score, on va retrouver les aliments classés par 4 codes couleurs différents. Donc ces codes couleurs, c'est le rouge pour un aliment avec un profil nutritionnel négatif et un impact climatique élevé. Donc ça, plutôt les aliments qu'on va essayer de ne consommer que de façon très occasionnelle, voire si possible, ne pas introduire dans son alimentation. Le blanc, je n'ai pas écrit le mot en blanc parce que sinon on ne le voyait pas sur le fond blanc, bien évidemment. Donc le blanc, c'est un produit au profil nutritionnel modéré à négatif, un impact climatique moyen. Donc ça va être les petits extras qu'on va pouvoir faire notamment. Le brun, pour les aliments au profil nutritionnel modéré à positif, donc qui deviennent déjà plus intéressants d'un point de vue nutritionnel avec un impact climatique qui reste toujours moyen. Et le vert, ça c'est vraiment les aliments les plus intéressants quand on veut combiner impact environnemental et santé avec un profil nutritionnel positif et un faible impact climatique. Bien entendu, c'est une notion qui peut un tout petit peu se discuter parce qu'une fois que l'index est défini, a priori, il devrait être défini
pour une zone géographique, parce que l'impact climatique, quand vous consommez un produit ou quand vous le consommez 100 km plus loin ou 500 km plus loin, on ne va peut-être pas avoir tout à fait le même impact climatique du produit, mais ça donne quand même une notion de l'impact de ces aliments. Donc ici, je vous ai repris un schéma d'une étude de 2018 qui a été réalisée aux Pays-Bas, donc qui montre un petit peu où ils avaient tenté de faire une classification selon cet index, avec, on voit bien le rapport entre ce qui va être impact au niveau environnemental et au niveau alimentaire. On voit qu'on a les aliments, donc plus les fruits, les légumes qui sont classés en haut, les produits un petit peu plus céréaliers, et puis tout ce qui va être produit un peu plus transformé et certains produits qui s'apparentent plus à des extras qui vont se retrouver avec un plus mauvais score, qui sont plus au bas du graphique. Alors maintenant, on va s'attarder sur les trois termes que sont le végétarisme, le végétalisme et le véganisme. Avec tout d'abord la définition du végétarien. Alors ça, c'est un peu le terme que tout le monde connaît, que tout le monde a entendu. Et généralement, on a une idée assez claire de ce qu'est un végétarien. Donc un végétarien, c'est quelqu'un qui supprime la consommation de viande, volaille, poisson, crustacés et mollusques. Ça, c'est la définition de départ. Alors vous retrouvez aussi dans certaines publications l'évocation de personnes qui ne mangent pas en fait d'animaux morts. Donc c'est une façon aussi parfois de définir le végétarien. On va parler de personnes qui ne mangent pas de viande d'animaux morts. Alors ça peut prêter un petit peu à sourire parce qu'on ne les mange pas vivants non plus, bien entendu, dans ce cas-là. Mais ça veut dire que les personnes consomment des sous-produits animaux et pas des animaux en tant que tels. Alors, on a un petit peu des sous-catégories, si on peut dire, de végétariens, comme lacto-ovo-végétariens, qui consomment le lait et les œufs. Et si vous réfléchissez un peu aux végétariens que vous avez dans votre entourage, en fait, le plus souvent, c'est ce type de pratique qu'on retrouve, en tout cas, ici, dans nos connaissances. Alors, vous avez aussi l'ovo-végétarien, c'est quelqu'un qui consommerait des œufs, mais pas de lait et pas de dérivés. Alors, ça n'exclut pas pour quelqu'un qui serait ovo-végétarien de consommer des substituts aux produits laitiers. Donc ici, quand on parle des dérivés du lait, on parle du fromage, on parle du yaourt, on parle aussi des matières grasses laitières, que sont le beurre et la crème, qui ne sont pas des produits laitiers, mais qui sont des matières grasses, des produits dérivés du lait. Et tous ces produits, on peut trouver des alternatives d'origine végétale sous forme de jus végétaux, sous forme de matières grasses végétales, bon ça on le connaît mieux, de substituts végétaux au yaourt par exemple, et c'est des produits qu'on trouve de plus en plus depuis quelques temps dans la grande distribution, donc ils ne nécessitent pas d'aller dans des magasins spécifiques particuliers pour les trouver. Il faut juste avoir un petit peu l'œil pour ces ovo-végétariens parce que tous ces produits ne se valent pas en fonction de la source. Donc, par exemple, un jus végétal à base de soja ne va pas avoir les mêmes caractéristiques qu'un jus végétal à base de riz ou à base d'amandes, par exemple. Donc là, il y a des petites nuances à faire aussi entre les différents produits. Et ce sont des produits qu'on voit de plus en plus produire chez les particuliers aussi, et qu'il y a de plus en plus de gens qui s'amusent à préparer eux-mêmes, par exemple à faire des jus végétaux à base d'amandes, des jus végétaux à base de soja. Donc il y a de plus en plus de tutoriels sur Internet ou de magazines où on voit aussi comment produire ces préparations qui sont alors considérées comme des substituts aux produits laitiers ou aux dérivés du lait, même si tous n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques. Alors, on a aussi le lacto-végétarien, alors qui consommerait du lait et des dérivés du lait, mais qui ne consommerait pas les œufs,
Alors, donc ça, c'est un cas de figure qui est un petit peu plus occasionnel, mais qu'on peut retrouver néanmoins. Attention que les œufs, on les retrouve dans plein de produits, évidemment. Donc celui qui va vraiment éviter les œufs, c'est quelque chose qui est compliqué. Quand vous avez des personnes qui sont allergiques, par exemple, aux œufs, ils doivent vraiment regarder énormément les étiquettes, parce que les œufs, on a l'œuf qu'on va consommer, mais on a aussi les œufs dans les pâtisseries, on a aussi les œufs dans la purée, on a aussi les œufs dans la pâte d'une quiche, par exemple. Donc on a plein de produits qui sont produits avec des œufs comme base. Certaines sauces aussi. Alors, après, on a le végétalien et le vegan. Si moi, je les ai mis un petit peu en parallèle. Le végétalien, c'est quelqu'un qui va aller encore plus loin dans ses restrictions que le végétarien, donc qui va supprimer la consommation de la totalité des produits d'origine animaux. Donc le végétalien, il va enlever la viande, il va enlever la volaille, il va enlever le poisson, les crustacés, les mollusques, donc ça c'est comme le végétarien. Et ce végétalien, il va aussi d'office enlever les œufs, d'office enlever le lait, tous les dérivés, et tous les ingrédients d'origine animale qu'on pourrait retrouver dans certaines préparations. Donc, s'il y a de la gélatine gélatine de porc, dans certaines préparations, il va les éviter. Donc, on va aller voir même dans les rayons confiserie, par exemple, des produits qui sont estampillés maintenant 100% d'origine végétale. Donc, tout ce qui va être matière grasse aussi qui peut être utilisé dans des préparations, donc ils vont les éviter. Donc, ça devient une pratique qui demande vraiment une attention plus importante pour celui qui a envie de le suivre ou qui décide de la suivre d'une façon très pointue. Vous avez même parfois chez les végétaliens des personnes qui ne consomment pas de miel, même si c'est pas vraiment, enfin, c'est discutable, c'est les abeilles qui le fabriquent, mais ce n'est pas vraiment l'animal en lui-même. Et la personne qui est végane, donc cette personne végane, au niveau alimentaire, il n'y a pas de différence avec la personne qui est végétalienne, en fait. Le terme végane, en français, parce qu'en anglais, on n'a pas de différence du tout, en fait. Le terme végane, ça va plutôt être un mode de vie, des personnes qui vont décider de ne pas utiliser de cuir, par exemple, de ne pas prendre de cosmétiques dans lesquels il y aurait des produits d'origine animale, donc même des parfums où il y aurait du musc ou des choses comme ça d'origine animale ne sont pas utilisés par les personnes véganes. Donc parce qu'il y a vraiment quelque chose d'encore plus englobant au niveau de la philosophie et au niveau du mode de vie. Et généralement, c'est accompagné quand même d'une conscience environnementale également assez importante dans ce cas-là. Mais donc ici, la différence est un peu floue quand on parle de quelqu'un qui est végétalien ou quand on parle de quelqu'un... parce que vous avez les petits logos qu'on va retrouver aussi sur les aliments où vous avez le petit logo vegan sur un produit qui signifie que c'est un produit qui est 100% d'origine végétale, qui ne contient pas de produits animaux, alors que c'est un produit qui est a priori destiné aux végétaliens. On utilise le terme vegan, donc on fait parfois un peu l'amalgame entre les deux. Alors, au niveau de ces choix, d'éviter la viande, les produits animaux de façon plus ou moins étendue, pour quelles raisons est-ce qu'on peut les poser ? Pour des questions culturelles, donc il y a certaines religions dans lesquelles les personnes sont végétariennes, ou pour des raisons éthiques. Donc ça, il y a eu dans vos réponses notamment l'évocation du bien-être animal, de l'idée de ne pas venir prendre la vie d'un animal, consommer un autre être vivant. Donc ça peut être une raison parfois qui est évoquée pour ce choix. Ça peut être aussi pour des raisons de goût. Il y a des gens qui développent un dégoût, des aversions pour les produits de viande, parfois suite à certains problèmes de santé, à des modifications du goût notamment, ou qui vont dire que ils n'ont plus envie
de consommer les produits de viande. Ça, il faut parfois être attentif, surtout chez les personnes plus âgées qui vont développer petit à petit un dégoût pour la viande et se poser la question de voir s'il n'y a pas un risque dans ces pratiques. Alors les raisons environnementales, donc ça on en a déjà parlé aussi, avec une volonté des personnes qui vont consommer moins de viande ou qui vont ne plus consommer de viande du tout, dans le cas des végétariens, des végétaliens, d'avoir un impact environnemental qui est moindre. Donc ici, pour avoir de la cohérence, évidemment, la logique voudrait que ces personnes consomment des produits végétaux qui sont des produits végétaux qui ne sont pas issus de cultures intensives ou issus d'une culture qui se ferait à des milliers de kilomètres de chez eux. Alors, il y a la question aussi de la gestion du poids. Donc, vous avez parfois, moi j'ai parfois des patients qui me posent la question en disant est-ce que c'est intéressant que je devienne, si je deviens végétarien, est-ce que je vais perdre du poids ? En fait, ce n'est pas si simple. Quand on regarde un petit peu les études qui concernent les personnes qui sont végétariens, végétaliens, en tout cas les gens qui mangent plus de légumes par rapport aux gens qui mangent moins de fruits et légumes, ils ont un meilleur contrôle de leur poids. Maintenant, quelqu'un qui mangerait déséquilibré et qui se dit rien qu'en enlevant de mon puzzle alimentation quotidienne, la pièce du puzzle qui est la viande, ce n'est pas obligatoirement pour ça que la personne va perdre du poids. Donc ça, on va parler après des faux amis. Je vais déjà jeter un pavé dans la mare, mais donc si vous avez des personnes qui décident de ne plus manger de viande, mais se jettent sur tout ce qui est produits transformés, sur tout ce qui est fast-food, même si c'est végétarien, là c'est clair que ça ne va pas avoir un impact très important sur leur poids. Donc de nouveau, un petit peu comme on en a parlé avant par rapport à ce qui concerne le prix de l'alimentation, le fait d'avoir une démarche globale de santé en mangeant un petit peu moins de viande, un petit peu plus de légumes est intéressant, mais se dire je vais devenir végétarien juste pour gérer mon poids, c'est peut-être pas le seul argument qui tient. Alors, il y a quand même des risques pour les personnes qui arrêtent de manger de la viande, surtout si ce n'est pas fait d'une façon raisonnée et d'une façon qui est correcte et cohérente. Et donc, on a quand même le risque de ne pas couvrir notamment les besoins de façon soit qualitative, donc de ne pas avoir tout ce dont on a besoin, ou de façon quantitative, donc de ne pas avoir tout ce dont on a besoin en quantité suffisante. Donc au niveau nutritionnel, notamment au niveau des protéines, des vitamines, des sels minéraux, mais aussi au niveau de certaines matières grasses. Alors, dans l'alimentation végétarienne, végétalienne, il y a aussi certaines interrogations qui peuvent se poser par rapport aux risques liés éventuellement à ce qu'on appelle un peu les novel foods, même si ce ne sont pas des aliments nouveaux pour la totalité des populations, comme par exemple les insectes, certains champignons exotiques, les algues, qu'on va peut-être être tenté d'intégrer dans ce type d'alimentation et pour lesquels on n'a pas toujours une méthode de production qui va être 100% contrôlée ou qui va assurer un produit avec une qualité en tout cas qui soit constante, et avec parfois un intérêt des produits dérivés qui sont variables, parce qu'on peut partir de quelque chose qui peut sembler très intéressant. Je pense notamment aux insectes qui sont consommés comme dans plein de régions du monde de longue date, et qu'on essaye petit à petit de développer aussi plus du côté plus occidental. Et où, oui, bien entendu, la farine d'insectes, on peut avoir un intérêt au point de vue nutritionnel, mais par rapport à ce qui est commercialisé à l'heure actuelle, on a certains produits, comme j'ai pu voir la composition des gaufres à base d'insectes. En fait, ce n'est pas vraiment des gaufres à base d'insectes, c'est des gaufres avec une toute petite proportion de farine d'insectes. Alors, on peut toujours avoir un petit intérêt, mais on n'a pas vraiment ce qu'on voudrait avoir avec ces gaufres à base d'insectes, parce qu'on ne va pas avoir des gaufres qui sont extrêmement riches en protéines, on va juste avoir des gaufres avec un tout petit plus, mais les recettes ne sont pas encore toujours à 100% au point, on n'a pas encore toujours toutes les données en main pour pouvoir intégrer ces aliments de façon judicieuse dans l'alimentation.
Alors, au niveau des protéines, il faut savoir que les protéines, il y a des besoins qui sont connus pour les adultes. Par exemple, pour un adulte, une personne saine, le Conseil supérieur de la santé, qui est l'organisme de référence en Belgique, va recommander au minimum 0,8 g par kilo de poids, 0,8 g de protéines par kilo de poids pour un adulte, à condition que ce soit des protéines qui soient de bonne qualité, qui soient judicieusement réparties, ce qui fait à peu près 56 g de protéines pour un adulte qui ferait à peu près 70 kg. Donc, ça veut dire que notre journée alimentaire pour une personne qui serait non végétarienne, en termes de répartition de son apport en protéines, cette personne pourrait prendre le matin une tranche de fromage, un yaourt au petit déjeuner, un morceau de poulet avec son repas chaud à midi, qui serait 125 grammes, c'est à peu près la recommandation qu'on va donner pour un adulte, 2 tranches de jambon au repas du soir, et puis il compléterait son apport parce qu'il y a quand même un petit peu de protéines en moindre quantité, mais qui viennent compléter dans d'autres aliments comme dans les féculents, dans les céréales, dans les fruits à coque et dans les légumineuses qui là sont une source aussi un petit peu plus intéressante. Donc on va consommer également dans la journée et avec tout ça, on va couvrir ses besoins en protéines. Alors, au niveau des protéines, là, il y a la question de la quantité, donc de couvrir, d'arriver à manger assez d'aliments qui sont riches en protéines, mais il y a aussi la question de la qualité. Donc, par exemple, si vous avez voyez, ce magnifique oiseau qui est constitué de petites briques, toutes ces petites briques, elles ne sont pas de la même taille. Et si vous n'avez pas toutes les petites briques de la même taille, de la bonne taille pour mettre au bon endroit, vous n'allez pas arriver à faire une belle construction comme vous la voyez sur cette photo. Et pour votre corps, c'est la même chose. Il faut toutes les bonnes briques pour arriver à construire nos cellules, nos protéines à nous. Et donc, pour ça, il faut avoir la bonne répartition des différents acides aminés qui vont permettre de construire nos protéines, qui vont nous aider à pouvoir fabriquer du muscle, fabriquer des anticorps, intervenir dans le transport de certaines substances, produire des enzymes. Donc, tout ça, pour ça, il nous faut le bon équilibre avec ces briques. Un autre exemple pour vous montrer qu'il faut non seulement assez de protéines, mais qu'elles soient de qualité adéquate, c'est si vous voulez faire des drapeaux. Voilà, maintenant, la Belgique a perdu, on ne doit plus faire de drapeaux, vous les avez peut-être déchirés. Il vous reste peut-être donc des drapeaux qui sont déchirés en bande. Donc là, une petite question, répondez dans votre tête, parce qu'on ne peut pas, on ne va pas pouvoir vraiment s'arrêter là-dessus, mais si vous avez 30 bandes noires, si vous avez 35 bandes rouges et 40 bandes jaunes, combien est-ce que vous allez pouvoir faire de drapeaux ? Prenez 30 secondes pour réfléchir. Si vous voulez faire des drapeaux, des beaux drapeaux qui seront noirs, jaunes, rouges, avec ça, vous allez savoir faire que 30 drapeaux. Parce que vous avez ici un élément qui est limitant, c'est le fait que vos bandes noires, vous n'en avez que 30. Et donc après, quand vous avez fini vos bandes noires, vous avez fini de faire vos drapeaux belges. Les protéines, c'est un petit peu pareil. Il faut la bonne proportion parce que à partir du moment où il manque des choses, on va devoir arrêter la production, on va devoir arrêter de synthétiser nos protéines, même si on en a encore un petit peu. Donc, les protéines, elles vont se qualifier avec des index. Donc, il y a un index plutôt chimique qui est le PDCAAS, donc ça que certaines personnes dans la salle connaissent. Et puis, vous avez l'indice DIAS, qui est un score plutôt de digestibilité des acides aminés essentiels. Et ce score, il va permettre de quantifier la qualité des protéines et l'intérêt des protéines par rapport au fait de pouvoir nous les utiliser pour la fabrication de nos propres tissus, de nos propres protéines. Et alors, pour vous donner un petit exemple, donc voilà, j'ai repris les scores de différents aliments. Par exemple, l'œuf.
la protéine de l'œuf est considérée vraiment comme la protéine de référence, donc avec un score qui est un score de 113, le bœuf avec un score de 111. Et alors, on voit quand on prend la protéine de soja, ça reste une protéine qui est quand même une protéine végétale qui est quand même intéressante, avec 91,5. La protéine de pois concentré, qui est une protéine qui est intéressante aussi, et c'est quelque chose qu'on utilise de plus en plus, les protéines de pois. On le verra d'ailleurs dans des exemples tout à l'heure. Vous trouvez même des boissons, des substituts végétaux à base de protéines de pois aussi dans le commerce. Donc c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. On voit que, par exemple, les lentilles, là, on est un petit peu plus bas avec ce score d'IS qui est un petit peu plus faible, avec 55. Et alors, évidemment, je ne vous ai pas mis des milliers d'aliments sur le tableau, mais quand on va prendre, par exemple, du riz ou prendre des légumes, petit à petit, on va descendre au niveau de ce score. Donc ça veut dire que plus les aliments auront un score bas, plus il va falloir les associer pour pouvoir reconstituer mes drapeaux et pour arriver à avoir la quantité et la qualité correcte de protéines. Donc du coup, vu que quand on est sur une alimentation végétale, on a une qualité qui est un petit peu moindre et qu'on doit associer un petit peu plus de choses, mais les recommandations pour une personne qui va être végétarienne, elles sont plus de 0,8 g par kilo minimum, elles sont plutôt de 1,2 g par kilo, donc pour les personnes végétariennes. Et pour les personnes qui sont 100% végétaliennes, elles sont de 1,4 g par kilo, pour être sûr de couvrir tous les besoins. Donc ça veut dire que pour une personne de 70 kg, on est entre 84 et 98 grammes par jour au minimum de protéines, alors qu'on était à peu près à 60 grammes de protéines pour des protéines qui seraient majoritairement, ou en tout cas en proportion importante, d'origine animale. Donc du coup, est-ce qu'il faut en manger plus ? Oui, c'est un peu paradoxal, mais quand on a une alimentation végétarienne ou végétalienne, du coup, il faut, pour avoir son minimum vital, manger un petit peu plus de protéines que ce que devrait manger quelqu'un qui est complètement omnivore pour avoir son minimum vital de protéines. Alors, au niveau des protéines, donc l'idée pour arriver à combler justement un petit peu cette situation, c'est quoi ? C'est de varier les sources végétales pour arriver à trouver toutes mes briques. Donc de se dire, je ne vais pas consommer que des protéines issues du soja, je ne vais pas consommer que des protéines issues de mes lentilles, je vais varier en fait ce que je vais consommer sur ma journée. Pour les végétariens qui consomment quand même des produits laitiers, des œufs, du poisson, c'est intéressant qu'ils en consomment de façon régulière, qu'ils n'aient pas des périodes où ils n'en consomment pas du tout, et puis des périodes où ils en consomment, qu'ils essayent de répartir un petit peu les apports, donc de garder cet apport, parce que ça permet d'avoir alors une petite source de protéines d'origine animale de façon intéressante, varier les céréales, donc entre le blé qu'on va retrouver pour la réalisation de pain, de pâtes, de boulgour, le riz, l'orge, millet, triticale, vraiment avoir envie de varier un petit peu les produits céréaliers, varier les tubercules, pommes de terre, manioc, patates douces, donc il y a plein de possibilités pour avoir des sources qui ne sont pas toujours des sources les plus importantes. Par exemple, dans les féculents, dans les tubercules, on va retrouver moins de protéines que ce qu'on va retrouver dans les légumineuses, mais on va pouvoir les associer pour, au final, retrouver toutes mes briques et pouvoir faire mes constructions. Et alors, dans les légumineuses, vous avez les lentilles, les pois cassés, les pois chiches, qui sont des sources intéressantes. Et ces aliments végétaux qui vont nous amener des protéines, ils peuvent être proposés sous diverses formes, donc soit sous forme plutôt brute, peu préparée, uniquement cuisinée telle quelle, ou pour réaliser des galettes ou des petits burgers, des choses comme ça qu'on va faire maison. C'est le cas par exemple des légumineuses, les céréales aussi, on peut faire des crêpes, on peut faire des galettes qu'on va utiliser tout au long de la journée. Donc l'idée, c'est aussi de les répartir, ces sources de protéines, vu qu'on a des apports qui sont un petit peu moindres dans les aliments d'origine végétale, c'est de se dire il faut bien réfléchir à chaque repas, d'amener un petit peu de ces protéines végétales
pour arriver à couvrir au total les besoins et atteindre les quantités adaptées, vu que ces aliments sont moins concentrés. Alors, au niveau des associations, voilà, je vous ai remis quelques exemples pour que ce soit peut-être un peu plus parlant. C'est notamment le chili sin carne, donc c'est un peu le pendant du chili con carne, où là on met de la viande. Ici, on peut faire un chili où on mettrait uniquement du riz, les haricots rouges en quantité pour avoir l'apport en légumineuses, et puis des légumes. Et là, on a une association qui permet aussi, en associant des céréales et des légumineuses, d'avoir des choses qui sont complémentaires au niveau de l'apport en protéines. Le couscous, où on va aussi avoir une association entre céréales et légumineuses, avec la semoule et puis avec les pois chiches qu'on va retrouver dedans et qui seront combinés, bien entendu, avec les légumes. Et donc ce couscous, on peut le faire en version végétarienne. Alors, quelque chose de peut-être un peu plus classique auquel on ne pense pas, c'est les soupes de légumineuses. Donc, notamment, par exemple, la soupe de pois cassés, qui peut très bien être consommée avec après du pain ou une galette de céréales, et où là, on va avoir aussi une association de deux sources différentes de protéines. Alors ici, j'avais quand même une petite remarque à faire, c'est que, évidemment, les exemples qui sont ci-dessus ne vont pas amener tout à fait le même apport en protéines que si c'était la version repas omnivore. Mais l'idée, c'est d'avoir cette complémentarité à différents repas pour couvrir les besoins. Alors, au niveau de ce qui pourrait éventuellement manquer aussi dans l'alimentation plus restrictive, ça va être la vitamine B12. Cette vitamine B12, le souci, c'est qu'on ne va la retrouver que dans les aliments qui sont d'origine animale. Du coup, quand vous avez une alimentation uniquement végétalienne, évidemment, le risque de carence, il est là. Et donc l'idée, ça va être d'aller soit de prendre des compléments, soit de consommer des aliments enrichis. Dans ce cas-là, c'est plutôt une situation où il faut prendre l'avis d'un professionnel de santé pour être orienté à ce niveau-là. Mais donc là, on a vraiment l'exemple d'un élément qu'on ne va retrouver que dans le règne animal, qui va être difficile à combler. Par contre, chez quelqu'un qui serait végétarien et qui consommerait soit du poisson, soit des œufs, soit des dérivés lactés de façon régulière, on va avoir un apport qui peut être vérifié, qui peut être contrôlé, notamment avec un petit bilan sanguin régulier, mais qui ne va pas obligatoirement être déficitaire. Autre vitamine qu'on va retrouver en plus grande quantité dans le règne animal, c'est notamment la vitamine D qu'on va aller retrouver dans les produits laitiers et dans le poisson. Et donc l'idée ici, je sais sûrement qu'ils sont en train de se dire déjà que la vitamine D, c'est quelque chose dont tout le monde a besoin et auquel on est souvent déficitaire, même déjà avec une alimentation équilibrée, de par le fait qu'on a aussi un apport en vitamine D qui est synthétisé par la peau, de par l'ensoleillement. Et donc ici, il faut encore plus de prudence dans le fait de contrôler régulièrement son apport en vitamine D quand on a des restrictions au niveau des produits qu'on va aller consommer. Alors, dans les minéraux, donc ça c'était vraiment les vitamines qui vont principalement poser problème. Alors, comme dans toute alimentation, bien évidemment, si l'alimentation est déséquilibrée, on pourrait trouver aussi d'autres éléments qui seraient déficitaires. On a dans les minéraux, ce qui va être principalement problématique, ça va être notamment le fer et le zinc. Donc le souci, c'est que si on est carencé en fer, on va être plus fatigué, on va avoir un peu des difficultés de concentration, on risque de développer une anémie. Donc ici, il faut quand même avoir une attention particulière au niveau de son apport en fer. Le zinc, il va intervenir notamment dans tout ce qui va être cicatrisation. Donc là, de nouveau, ce n'est pas judicieux d'être déficitaire au niveau du zinc. Donc, c'est des éléments qui sont retrouvés en petite quantité dans le règne végétal, mais qu'on va retrouver de façon plus importante.
et avec une meilleure biodisponibilité dans les aliments d'origine animale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on va consommer, par exemple, un morceau de viande rouge, le fer qui est dedans va être mieux absorbé que le fer que je vais consommer quand je vais manger des lentilles, par exemple. Alors, entre autres, pourquoi est-ce que ces éléments vont être mieux assimilés dans les produits d'origine animaux et plus biodisponibles? C'est parce que dans les végétaux, on va retrouver aussi ce qu'on va appeler un peu des facteurs antinutritionnels, que sont les phytates, les tannins ou l'acide oxalique. Donc, dans certains végétaux, on va avoir des facteurs qui diminuent un petit peu l'absorption du fer et du zinc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faut de nouveau vérifier un petit peu les statuts chez les personnes qui ont une alimentation végétarienne et végétalienne, et éventuellement soit adapter l'alimentation en augmentant les apports, ou si ce n'est pas possible de le faire pour arriver à retrouver un statut correct, alors éventuellement proposer à des moments clés de prendre des compléments pour couvrir les besoins. Donc, dans les aliments qui vont être intéressants pour essayer de couvrir au mieux ces besoins, ça va être les légumineuses, ça va être les graines oléagineuses. Ne pas oublier que les légumineuses, il faut toujours les rincer ou les faire tremper, parce que sinon, justement, on va diminuer l'absorption du fer qui va être dedans. Les céréales complètes, les fruits à coque vont être des sources qui peuvent être intéressantes pour essayer de pouvoir combler ces besoins en minéraux. Alors, la présence de vitamine C dans un aliment va aussi avoir un effet positif sur l'assimilation du fer et du zinc. Donc, quand on va consommer, par exemple, un fruit en même temps ou à la fin du repas, un fruit riche en vitamine C, on va aussi avoir un effet un petit peu d'accentuation de cette absorption du fer et du zinc, donc ce qui peut être intéressant. Alors, dans les minéraux, ce qu'on va retrouver aussi à pointer, c'est l'iode. Donc, on va avoir un risque de carence qui va être plus élevé s'il n'y a pas de produits de la mer ni de produits laitiers présents dans l'alimentation, parce que ce sont des sources importantes en iode. Maintenant, l'iode, on va le retrouver en fait en quantité assez variable dans les produits végétaux, parce que la quantité qu'on y retrouve est fort dépendante de la teneur en iode des sols. Donc, en fonction de où les produits vont être cultivés, on va avoir une teneur qui va être plus ou moins importante. Donc, ça peut être aussi intéressant de faire un petit bilan à ce niveau-là. Alors, une piste pour augmenter la consommation d'iode, c'est notamment les algues. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas consommer des algues en quantité trop importante, parce que là, par contre, ces produits qui vont avoir tendance à accumuler les métaux lourds, à pouvoir accumuler parfois certains polluants aussi au niveau marin. Donc, de nouveau, se pose un peu la question de ces algues qui pourraient être consommées de façon plus importante, de voir un petit peu comment elles pourraient être produites pour limiter un petit peu ce risque de contamination. Alors, le sel iodé, c'est une piste intéressante pour augmenter un petit peu sa consommation d'iode. Maintenant, l'idée n'est bien entendu pas de mettre du sel iodé à foison partout, parce que alors on va se retrouver avec un excès d'apport en sel, ce qui n'est pas quelque chose de judicieux et qui n'est pas bon pour la santé. Donc, en voulant faire bien, on risque de mal faire si on se base uniquement sur le sel iodé. Alors, autre point à surveiller, c'est l'apport en matières grasses et la qualité des matières grasses qui vont être consommées en cas d'alimentation végétarienne ou végétalienne. Ce qu'on peut retrouver, c'est un déficit notamment en acides gras à très longue chaîne, qui sont des acides gras qu'on va devoir retrouver dans notre alimentation, comme notamment l'EPA et le DHA, qui font partie donc de la famille des oméga 3. Donc ces acides gras à très longue chaîne, on va les retrouver uniquement dans le poisson et en petite quantité également dans les œufs. Et donc on ne va pas aller les retrouver dans les aliments, les produits d'origine végétale, et pas non plus dans les huiles, même s'il y a des huiles qui contiennent des oméga 3, ce ne sera pas des oméga 3
à très longue chaîne. Donc là, voilà, on a un souci si on n'a vraiment aucune consommation de produits d'origine animale, même pas d'œufs, même pas de poissons. Bon, on va se retrouver à un moment à peut-être avoir probablement besoin de prendre des compléments dans ces acides gras. Une alimentation aussi riche en matières grasses de coco peut être problématique parce qu'en fait, ça aussi, c'est quelque chose dont on fait parfois fortement la promotion. Il y a des vagues un petit peu de mode sur tout ce qui est à base de coco, mais les matières grasses de coco, en fait, elles sont riches en acides gras saturés. Donc, les acides gras saturés, c'est ceux généralement que dans une alimentation occidentale classique, on consomme de façon un peu trop importante et qu'on cherche à réduire, parce que c'est ceux qui sont le moins bons pour la santé au niveau cardiovasculaire. Donc ici, ces matières grasses de coco, il faut essayer de ne pas les substituer à toute autre matière grasse dans une alimentation végétarienne ou végétalienne, parce qu'à ce moment-là, on va se retrouver avec un déséquilibre et trop d'acides gras saturés. Alors on a aussi les matières grasses de palme, l'huile de palme, qu'on peut parfois retrouver dans l'alimentation, soit parce que les personnes l'utilisent pour cuisiner, ou dans des produits qui sont des produits végétariens, qui sont des produits industriels et dans lesquels on va mettre de l'huile de palme, parce que ça n'empêche pas de mettre le petit logo vegan, vu que c'est un produit d'origine végétale. Et dans les produits industriels, on va aussi retrouver des graisses hydrogénées, parce que le fait d'hydrogéner ces graisses, ça va faire qu'elles vont se retrouver sous forme, ça permet de prendre une graisse qui va être sous forme liquide, une huile, et de la solidifier. Et donc ça, c'est un procédé qui est utilisé par l'industrie, mais qui va aussi rendre les graisses plus mauvaises pour la santé, plus mauvaises au niveau cardiovasculaire. Et donc ça, le fait que ce soit des produits estampillés vegan ou végétariens ne va pas empêcher la présence de ces graisses hydrogénées. Alors, dans une moindre mesure, pour les personnes qui seraient lacto-végétariennes, on a aussi le fait que si les personnes se disent que pour faire bien, elles vont consommer beaucoup plus de produits laitiers que les recommandations, on va également avoir un déséquilibre entre les différents types d'acides gras, avec des acides gras qui sont majoritairement des acides gras saturés dans les produits d'origine laitière. Et donc, il faut consommer des produits laitiers de façon classique, peut-être une portion de plus que dans l'alimentation omnivore, donc 2-3 portions de produits laitiers, peut-être une quatrième parfois sur la journée. Mais en tout cas, il ne faut pas doubler sa consommation de produits laitiers parce qu'on décide d'enlever la viande de son alimentation, parce qu'on va quand même avoir une quantité d'acides gras saturés qui sera trop importante, même si les matières grasses saturées des produits laitiers sont un petit peu moins mauvaises pour la santé cardiovasculaire que les acides gras saturés qu'on va retrouver dans la viande. Alors, donc pour compenser un peu tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est notamment la consommation de poissons ou œufs régulièrement si les personnes les intègrent à leur alimentation, éventuellement des compléments d'EPA, DHA chez les personnes qui sont avec un régime qui serait 100% végétalien, mais sur avis médical, parce qu'il ne faut pas non plus avoir une consommation qui soit excessive. Chez certains patients, on déconseille de prendre des trop grandes quantités d'oméga 3 en complément notamment, donc c'est quelque chose qui doit se faire avec l'avis du médecin et simplement en parler au médecin pour demander s'il n'y a pas de contre-indication à prendre ce type de complément. Varier les sources de matières grasses végétales, limiter fortement tout ce qui est matières grasses de coco, matières grasses de palme, et varier entre de l'huile de colza, de l'huile d'olive, de l'huile de pépins de courge, de l'huile de lin, tout ce qu'on veut, mais voilà, avoir des sources qui sont de l'huile de bourrache, si on veut faire un petit peu plus original aussi. Et consommer des produits laitiers au quotidien, mais ne pas en faire sa seule source de protéines ou sa source presque exclusive de protéines, parce que là, on va déséquilibrer alors les différents types de matières grasses de notre alimentation. Alors, attention aussi aux excès de sel, donc, parce qu'une alimentation végétarienne peut parfois tendre vers une augmentation un petit peu de l'apport en sel quand
quand on consomme des produits qui sont des produits préparés du commerce. Et parfois, on peut être tenté aussi d'assaisonner un petit peu plus. Vous avez des produits comme le tofu nature, par exemple, qui sont parfois des produits qui peuvent paraître un petit peu plus fades. Et pour essayer de retrouver quelque chose qui est un peu plus relevé, ça pourrait être une tentation de saler un peu plus. Donc les fameux facteurs un petit peu antinutritionnels que sont les tannins, les phytates, les oxalates, pour limiter un petit peu en fait la consommation de ce type de facteurs, qu'elle reste raisonnable, l'idée c'est de varier les céréales, varier les légumes et varier les boissons qu'on va consommer. Au niveau de la contamination par d'éventuels pesticides, métaux lourds qu'on pourrait retrouver aussi dans des aliments d'origine végétale, l'idée c'est de nouveau de choisir une alimentation si possible avec une filière plus raisonnée, une alimentation si pas biologique mais dans le cadre d'une démarche peut-être un peu plus durable, et aussi de varier les choix en fait. Donc, on ne va pas utiliser les mêmes types de pesticides pour toutes les cultures. Et donc, le fait de varier et puis de pouvoir aussi nettoyer les légumes, les éplucher, ça va aussi avoir un effet, notamment pour tout ce qui est pesticides. Alors, attention à l'excès de produits industriels. Donc ça, j'ai déjà dit par rapport au sel, mais aussi de produits ultra transformés qui sont parfois présentés comme étant plus sains. Quand vous voyez dans certains rayons de grande surface, on a des petites étiquettes vertes partout et des petits logos vegan, végétariens. Voilà, ça c'est pour attirer l'œil, mais tous ces produits ne sont pas sur le même pied d'égalité. Dès que vous avez des produits qui sont ce qu'on va appeler ultra transformés, donc vous avez une transformation importante du produit de base, des ingrédients de base, et une liste d'additifs qui est assez importante. Mais là, on va vers quelque chose qui va être beaucoup moins bon pour la santé. Et attention aussi au fait que parfois il y a des produits végétaux qui ne sont pas spécialement des mauvais produits, mais qui sont un petit peu mis en avant comme étant un substitut à un aliment, alors qu'il n'y a pas vraiment de comparaison. Donc je pense notamment aux tartinades de légumes, où là, on va parfois mettre ça dans le rayon juste à côté des fromages à tartiner, ou juste à côté des garnitures type charcuterie. Et en fait, il n'y a pas de souci à consommer une tartinade de légumes, mais ça ne va pas remplacer l'apport en protéines qu'on aurait eu avec du fromage ou avec de la charcuterie, comme on pourrait par contre le faire si on faisait une préparation type houmous à base de légumineuses, où là on se retrouve avec quelque chose d'un tout petit peu plus riche quand même en protéines. Donc on a parfois des comparaisons qui sont mises en perspective alors qu'elles ne sont pas tout à fait réelles. Alors c'est comme ici. Je vais vous montrer aussi qu'on trompe parfois l'œil du consommateur. Donc là, ce que vous voyez à l'écran peut ressembler à une saucisse, mais n'est pas tout à fait une saucisse. Donc pourquoi est-ce que j'ai mis ça? C'est un peu pour vous réveiller au cas où vous étiez un peu endormi au cours de la conférence, mais pour parler justement de ces produits qui sont des produits qui sont censés être végétaux, véganes, mais qui ont en fait l'apparence d'un produit de viande. Donc ça, on retrouve aussi. Et donc, c'est des produits qui sont assez transformés, du coup. Et là, je vous ai mis la composition. Donc ici, l'idée, c'est pas de vous faire calculer ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment que vous voyez qu'au niveau des chiffres, quelle va être la différence entre ma saucisse ordinaire, qui n'est déjà pas un aliment à consommer, entendons-nous, au quotidien, matin, midi et soir, et puis la saucisse estampillée végétale. Vous voyez qu'ici, par un savant procédé au niveau de l'apport calorique et protéique, on est relativement proche. Au niveau des matières grasses aussi. Donc, en fait, la saucisse qui est végétale, elle n'est pas spécialement moins grasse que l'autre. Maintenant, c'est plus des matières grasses végétales dans le cadre de cette saucisse-ci que j'ai comparée. Et alors, par contre, quand vous allez voir les glucides, on se retrouve avec plus de glucides dans cette saucisse végétale. Donc, on a un produit pour lequel on s'attend à avoir pas beaucoup de glucides, en fait. Et là, on en a quand même 2 fois plus dans cette saucisse végétale. Donc, c'est des produits qui, parfois, pourraient
induire en erreur certains consommateurs ou qui pourrait avoir un impact. Sinon, un patient, par exemple, qui doit avoir un apport en glucides qui est cadré dans son alimentation, comme un patient diabétique, il faut qu'il soit conscient qu'il va en consommer un peu plus s'il prend ces saucisses d'origine végétale. Alors, je suis allée voir aussi un peu par curiosité dans les ingrédients, les sources de protéines qu'on retrouve pour ces saucisses. Pour la saucisse ordinaire, on a de la viande de porc, mais on a aussi des protéines de pois. Et pour la saucisse végétarienne, végétalienne, parce qu'il n'y a pas de... Elle est 100% végétale. On a du gluten de blé, du blanc d'œuf en poudre. Si on a quand même d'origine animale, en fait, on a quand même le blanc d'œuf en poudre ici dans cette saucisse. Donc, c'est vrai que quand on la voit, on a l'impression qu'elle est 100% végétale, mais il y a quand même du blanc d'œuf en poudre. Et on a aussi de l'isolat de protéines de pois. Donc, on se retrouve avec des ingrédients quand même communs. Et alors là, je vous ai repris la liste des ingrédients qu'on retrouve dans cette saucisse végétale, où on va quand même voir qu'il y a une liste d'ingrédients qui est assez longue. Il y a des gélifiants, des choses pour que tout tienne ensemble, notamment. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est vraiment non plus à consommer au quotidien. Alors ici, je voulais que vous preniez quelques secondes pour regarder un peu mon petit tableau, voir si vous arriviez à deviner de quoi il s'agit. Donc, réfléchissez dans votre tête, je ne fais pas les questions-réponses maintenant. Donc, un produit que j'ai trouvé, donc il y a de l'amidon modifié, de l'huile de noix de coco. Donc là, on va retrouver la coco qui est dans un des premiers ingrédients. Donc, sur une étiquette, plus un ingrédient est en bonne place, plus il est en début de liste et plus il va être en quantité importante. Et puis après, on a tous les additifs qui arrivent derrière, correcteur d'acidité, sel, carbonate de calcium, et on a un peu d'épaississant un petit peu. Et puis ce produit, on l'a quand même enrichi un petit peu en vitamine B12. Donc ce produit, il est riche en glucides aussi. Vous voyez qu'on a à peu près 30% de glucides. En fait, cette étiquette, c'est une étiquette de fromage végétal. Donc c'est du fromage, c'est un sachet de fromage râpé végétal sur lequel vous retrouvez cet apport nutritionnel, avec donc quelque chose qui est assez discordant par rapport à ce qu'on peut retrouver dans du fromage, donc avec moins de protéines, plus d'acides gras saturés néfastes pour le cœur et pour la santé cardiovasculaire, parce que ces matières grasses-là vont être encore plus mauvaises que les acides gras saturés qu'on va retrouver dans les produits laitiers. Beaucoup plus de glucides. Par contre, il est, comme on a dit, enrichi en B12. Et par contre, je n'ai pas retrouvé sur cette étiquette, où je n'ai pas su avoir l'info pour savoir s'il y avait de la vitamine D dans ce produit-là par rapport à ce qu'on retrouve dans le fromage. Donc, de nouveau, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais, pour quelqu'un qui occasionnellement voudrait se mettre un petit peu de faux fromage sur un plat, pourquoi pas, pour faire illusion en société quand on est avec d'autres personnes, qu'on a envie d'avoir l'impression de manger la même chose que les autres. Mais il faut être conscient que ces produits-là ne sont pas comparables, ne sont pas la même chose. En fait, simplement, on ne remplace pas juste un produit par ce qui y ressemble en termes de produits végétaux. Alors, il y a des situations particulières, par contre, où ces pratiques du véganisme et du végétarisme sont beaucoup plus tendues et beaucoup plus compliquées et même totalement déconseillées. C'est notamment chez les nourrissons et les enfants en bas âge, où là, le souci, c'est qu'on ne sait pas couvrir les besoins correctement, qualitativement, quantitativement, par rapport à une alimentation qui serait totalement végane, du végétalisme complet chez les enfants en bas âge et les nourrissons. Donc, alors, normalement, évidemment, les recommandations sont d'avoir l'allaitement maternel qui va couvrir
au moins les 6 premiers mois de la vie. Mais après, c'est des pratiques qui sont déconseillées chez ces enfants-là. Et en cas de végétarisme, alors où on ne va pas donner de viande, mais où on va consommer comme d'autres produits d'origine animale. Donc il faut vraiment avoir quand même une grande prudence et avoir un suivi qui va être minutieux par un professionnel, en parler avec le pédiatre. Autre situation à surveiller, ce sont les femmes enceintes qui vont nécessiter, si elles sont végétaliennes, végétariennes, un encadrement professionnel, surtout si on a de fortes restrictions. Si on a les œufs, le poisson, les produits laitiers, on va encore arriver relativement à couvrir les besoins, mais dès qu'on va avoir des restrictions plus importantes et surtout plus on va aller vers le végétalisme, plus on risque de nouveau de ne pas avoir toutes les briques en bonne quantité et plus on va avoir besoin de se faire encadrer et de prendre des suppléments si nécessaire. C'est déjà que par précaution, enfin pour ceux qui ont déjà fréquenté des femmes enceintes ou qui auraient déjà été enceintes par précaution, on conseille déjà des vitamines de grossesse à la majorité des femmes enceintes. Donc ici, on les adaptera également si nécessaire dans le cadre d'une prise en charge par le médecin référent avec un professionnel de l'alimentation. Alors chez les enfants et les adolescents, évidemment, il faut toujours la plus grande prudence pour ces pratiques sur des populations qui sont des populations plus à risque de développer des carences. Et ces carences ont aussi un impact plus important. Donc chez un enfant en bas âge, s'il y a une carence, ça va impacter son développement à la fois physique, son développement cognitif. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment de la prudence à ce niveau-là. Et chez les enfants et les adolescents, ici, on va avoir généralement une nécessité, en cas de végétalisme de nouveau, de supplémenter en iode, en fer et en vitamine D, généralement, pour être certain de couvrir les besoins. Par contre, s'ils sont pesco-végétariens, comme on le disait, là, on va pouvoir, avec une alimentation qui est réfléchie, équilibrée, on va pouvoir tendre vers une équilibration et vers la couverture des besoins. Alors, si on va à l'autre bout de la pyramide des âges, on va avoir les personnes âgées qui vont aussi devoir, s'ils ont la pratique du végétalisme notamment, quand même un suivi qui va être rigoureux parce que plus l'âge avance, moins on a notamment un métabolisme protéique qui va fonctionner correctement et plus il pourrait avoir de risques à avoir des carences à ce niveau-là. Au niveau de tout ce qui est absorption aussi de vitamines, de minéraux, généralement en avançant avec l'âge, tout ça va se faire un peu moins bien. Donc on a aussi un risque de carence qui est plus important. Et chez les personnes qui sont malades, il faut aussi que ces personnes, à ce moment-là, prennent conseil pour voir si leur pratique ne les met pas en danger par rapport à leur situation. Hop. Du coup, maintenant qu'on a parlé du végétalien, on a parlé du végétarien, on va arriver au flexitarien. Donc le flexitarien, c'est un peu le petit nouveau de la bande. Généralement, quand on parle de flexitarien, quand on regarde un petit peu différentes sources, différentes publications, il va être considéré le flexitarien comme un semi-végétarien. On va parler aussi de personnes qui consomment de façon modérée les produits animaux. Donc c'est ça qu'on va retrouver. Les personnes qui vont décider de manger en fait moins de viande, moins de produits d'origine animale, mais sans totalement les enlever de leur vie, de leur alimentation. Donc le terme ici, il apparaît dans le Oxford English Dictionary en 2014, donc pas encore totalement au niveau du grand public, plutôt au niveau de tout ce qui va être enquête et tout ça. Mais la définition n'est pas toujours très précise, même à l'heure actuelle. Donc
Il y en a qui vont considérer que le flexitarien, c'est quelqu'un qui va manger de la viande 3 à 4 fois par semaine ou qui va en manger 2 fois par semaine. Donc, et ça, justement, le petit souci avec ça, c'est qu'on veut aller voir, aller s'intéresser en disant, bah, tiens, est-ce que c'est plus intéressant d'être flexitarien ou omnivore ou végétarien? Bah, c'est difficile de comparer parce qu'entre quelqu'un qui n'est pas flexitarien, enfin qui ne se dit pas flexitarien, mais qui mange quand même des plats végétaliens ou végétariens de temps en temps, et puis celui qui se revendique lacto-ovo-végétarien et qui peut peut-être être comparé avec un flexitarien, c'est parfois un petit peu difficile de s'y retrouver. Donc, globalement, notre flexitarien, la différence avec les deux précédents, c'est que lui, il va manger de la viande, il va manger du poisson, il va manger des œufs, il va manger des produits laitiers, mais pas autant que ce que mange quelqu'un qui a un régime totalement omnivore au quotidien. Donc on retrouve aussi certains termes quand on parle de flexitarisme. Donc la personne qui consomme la viande de façon tout à fait typique, habituelle, régime standard, ben, on le retrouve sous l'intitulé meat consumer. Et puis on a après deux termes qui sont meat avoider, qui est celui qui va éviter de consommer de la viande, donc en consommer plus occasionnellement, ou meat reducer, qui va être la personne qui va consommer la viande de façon occasionnelle. Bon, c'est des termes de nouveau qui ne sont pas très différenciés en fait. Donc si on regarde bien, il y a un petit peu différentes façons de consommer flexitarien, donc avec une fréquence de consommation de viande qui peut être un petit peu variable, soit des jours qui sont complètement végétariens ou simplement des repas qui sont complètement végétariens. Et donc l'idée chez le flexitarien, c'est d'avoir une alternance de plats qui sont des plats qui comprennent de la viande et du poisson, et puis de plats qui sont des plats qui sont totalement avec des apports uniquement végétaux. Maintenant, reste un élément qui est la viande rouge, qui est intéressant de limiter, et donc chez le flexitarien, on va retrouver un peu cette réduction de la consommation de viande rouge avec 1 à 2 fois par semaine, grand maximum de la viande rouge, qui est quelque chose de plutôt positif au niveau de l'alimentation. Et donc, au niveau de tout ce qu'on a dit jusque maintenant, ben, quand on parle de végétalisme, ben, ça peut avoir certains avantages. On va consommer plus de légumes, on va consommer certains produits de façon moins importante, comme la viande rouge notamment, mais il ne faut pas s'improviser végétarien. Il faut faire des associations, il faut varier son alimentation. Et donc le végétarien doit être quelqu'un qui aime un petit peu mettre la main à la pâte, qui aime un petit peu s'intéresser à son alimentation et qui va donc pouvoir associer toutes ces sources intéressantes pour pouvoir avoir une alimentation qui reste équilibrée. Après, dans certaines situations, un avis médical ou un suivi peut être judicieux, notamment aux âges extrêmes, chez les personnes plus jeunes, chez les adolescents, chez les personnes plus âgées ou chez les personnes malades. Non, rien n'empêche toute personne qui veut arrêter de manger de la viande ou la limiter fortement de quand même prendre un avis médical ou un avis diététique pour voir un petit peu comment le faire et comment équilibrer au mieux son alimentation. Alors, des suppléments ou des aliments enrichis vont être nécessaires en cas de forte restriction. Donc, quand on va voir des personnes qui vont vraiment avoir une alimentation où il y a très peu ou pas du tout d'aliments d'origine animale, ou qui vont enlever toute une catégorie d'aliments, ben là, à ce moment-là, il va parfois falloir commencer à supplémenter pour être sûr de couvrir tous les besoins. Et le fait d'être végétarien ou végétalien n'est pas une obligation pour avoir une alimentation saine. Donc, celui qui voudrait avoir une alimentation plus saine n'est pas obligé de passer par la case végétalien ou végétarisme. Après, la personne qui a envie de le faire, il faut le faire de façon simplement raisonnée et se faire accompagner pour être sûr de ne pas développer des carences ou de ne pas avoir certains excès.
Donc aussi, notre flexitarien, ça semble intéressant, le flexitarisme, tout compte fait, parce qu'on va cumuler un petit peu les avantages d'une alimentation plus végétale et on va cumuler avec un peu moins de risques de carence que ce qu'on va retrouver dans le végétarisme strict ou dans le véganisme, où là, on va se retrouver avec un petit peu plus de soucis à ce niveau-là. Il faut toujours éviter, mais ça c'est comme dans une alimentation de tout un chacun, de céder aux tentations des produits qui sont trop industriels ou trop transformés, parce que qu'ils soient végétariens, végétaliens ou pas, ces produits ultra transformés, ils ne sont pas très bons pour la santé. Bien sûr, ils peuvent être consommés de façon occasionnelle. Bien sûr, avoir quelqu'un qui va à un barbecue, qui va avoir une saucisse végétale parce qu'il veut pouvoir participer de la même façon que les autres, ce n'est pas une catastrophe, mais après, c'est pour une consommation quotidienne, c'est peut-être pas ce qu'il faut. Et le choix de cette alimentation qui serait alternative, c'est quelque chose qui est personnel à chacun et qui doit être simplement bien construit et parfois accompagné par un professionnel de la santé. Alors, un petit mot qui rejoint ce que je ne vais pas dire collègue éloigné disait tout à l'heure, c'est que la bonne santé, il y a l'alimentation, mais il y a plein d'éléments qui se rejoignent. Donc, il y a être attentif à son alimentation, se poser des questions à ce niveau-là, mais il y a aussi penser à bouger, avoir des loisirs agréables, des contacts sociaux. Donc, soigner de par là sa santé mentale va avoir un effet positif sur sa santé, savoir s'écouter, dormir suffisamment. Donc voilà, il y a aussi plein d'éléments qu'il faut pouvoir mettre en avant pour avoir une bonne santé. Je crois que c'était intéressant de pouvoir quand même le rappeler en marge d'une alimentation. Alors, merci pour votre écoute et donc je pense que là on est dans le... On est dans le timing, tout juste. C'est le timing merci qu'on beaucoup. avait dit. Pour Puis l'alimentation, ça doit rester aussi un plaisir. Oui. Tout à fait. Oui, oui. Voilà, alors comme on vous l'a dit, on passe à notre question-réponse. Attendez bien que je sois près de vous, parce que, comme vous l'avez vu, c'est enregistré, donc ce sera rediffusé d'ici quelques jours, comme les autres conférences que nous avons déjà enregistrées. Donc si vous avez une question, je crois qu'on va peut-être commencer par là, parce que je vous ai vu tout à l'heure, vous étiez impatiente. Voilà, je vous le donne de suite. Merci. Bonjour. Moi, c'est dans la dia 19. J'imagine que c'est une faute C'est une faute de frappe, oui. Le premier, c'est 1,2 g par kilo pour le végétalien. végétarien et 1,4 pour le végétalien. Oui, voilà. Pour le... Oui, ok, oui. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Okay, bonjour. Moi, je me demandais si l'EcoScore reprenait l'indice SNRF. Non, je ne pense pas. C'est pas tout à fait la même chose. L'éco-score, ce n'est que écologique. C'est pour ça que je trouvais intéressant d'avoir trouvé cet indice-là. Je me suis dit, voilà, ça peut être quelque chose à montrer parce que justement, pour le moment, on a le Nutri-Score et les tableaux nutritionnels, si on est un petit peu plus affûté à ce niveau-là sur les aliments. On a l'éco-score, mais on n'a pas le match entre les deux. Donc voilà. Et ce serait bien de pouvoir avoir ce type d'indice sur les aliments. Bonsoir. Je voudrais te poser une question au sujet du jeûne alternatif. Est-ce qu'on peut faire du jeûne alternatif quand on est végétarien? Du jeûne alternatif? Oui, j'ai entendu. En fait, pourquoi on ne pourrait pas le faire en étant végétarien alors qu'on pourrait le faire? Une longue période sans manger, est-ce qu'il y aura assez comme un apport alors, le jeûne, déjà, la pratique du jeûne alternatif, c'est quelque chose qui se discute et qui doit aussi être propre à chacun, qui doit aussi être... la pertinence doit aussi être évaluée avec un professionnel de la santé. Donc, c'est quelque chose qu'on ne va pas obligatoirement conseiller en tant que professionnel de la santé. Maintenant, s'il y a des gens qui décident de le pratiquer pour une raison X ou Y, c'est bien de prendre un avis médical pour être sûr que ça ne pose pas de soucis. Maintenant, si l'alimentation est bien équilibrée au départ et que tous les besoins sont couverts, je pense qu'il n'y a pas de différence d'impact. Je veux dire, si la personne... est dans de mauvaises conditions pour le pratiquer, même si elle a une alimentation omnivore, ce ne sera pas judicieux de le faire. Et si la personne est en bonne santé, que par exemple un médecin considère que ce n'est pas un souci de pratiquer occasionnellement le
le jeûne alternatif de façon X ou Y. Si cette personne-là était végétarienne, avec une bonne couverture de ses besoins, ça ne changerait pas grand-chose au résultat. Ok, merci. Merci. Alors moi, je vais vous poser une petite question qui nous vient d'Internet. Adopter un régime type comme celui du végétalisme est-il dangereux pour la santé et doit-il être encadré ? Ça, je pense qu'on a un petit peu répondu à la question, enfin partiellement répondu à la question ici déjà pendant la conférence. Donc oui, ça peut présenter des dangers, notamment au niveau carence alimentaire et au niveau parfois accumulation de métaux lourds ou de pesticides dans certains cas. Donc l'idée, c'est que oui, ce serait mieux de pouvoir être encadré ou en tout cas se documenter, se renseigner pour pouvoir le pratiquer de la façon la plus judicieuse possible. Je me demandais si la pratique du végétarisme était adaptée pour des pratiquants de sport de haut niveau. Il y en a de plus en plus, je pense que c'est pour ça que la question est posée. De nouveau, il y a un panel au niveau végétarisme. Alors, il faut un suivi, et je pense que c'est bien que pour ça, au niveau de la haute école, on a une formation en diététique du sport qui peut former des professionnels qui vont aider à accompagner ces sportifs. Je pense que vraiment végétalien, avec le sport de haut niveau, c'est quelque chose qui pour moi va être très compliqué, ne serait-ce qu'au niveau de la couverture des besoins en protéines. On a les pertes en fer au niveau des entraînements, des choses comme ça. Donc maintenant, la pratique du végétarisme avec introduction éventuellement de produits laitiers, du poisson occasionnellement ou des œufs, moi je pense que ça peut être compatible, mais qu'il faut de nouveau se faire éventuellement accompagner ou en tout cas avoir une alimentation qui est raisonnée pour être sûr de couvrir ses besoins. Voire complémenter par période en fonction période peut-être de compétition plus intense ou d'entraînement plus intense. C'est peut-être la réponse en fait. On aime bien avoir différents avis. Voilà. Alors une autre question qui nous vient d'Internet. Est-ce que les produits végétariens ou véganes trouvés dans les commerces sont-ils bons pour la santé ? Alors ça, c'est un vaste débat. En fait, on aurait pu faire toute une présentation rien que sur les produits du commerce, parce que dans le commerce, il y a différents types de produits. En fait, il y a des produits qui sont préparés avec un haut degré de transformation. Donc, c'est des produits qui contiennent beaucoup d'additifs, une liste d'ingrédients assez longue, comme ce qui a pu être montré dans l'exemple du faux fromage. Et donc, des aliments qui sont parfois fort riches en sel aussi, comme les burgers végétariens, où on va avoir des choses qui sont très riches en sel. Mais par contre, on trouve aussi dans le commerce, on va trouver par exemple des jus végétaux à base de soja qui sont parfois peu sucrés, qui peuvent être des produits consommés sans problème. On peut trouver du tofu, on peut trouver du corn. Donc, c'est un peu comme l'alimentation classique en fait. Les produits qu'on va retrouver qui vont être peu transformés et qui sont des produits qui contiennent peu d'additifs vont être intéressants, mais les produits qui sont extrêmement transformés vont être à consommer de façon occasionnelle, aliment plaisir. Il faut quand même trouver quelques bonnes choses. Et la question que juste après, en fait, elle rejoint celle-ci. Quelqu'un qui nous demandait par rapport au fast-food, un sandwich végétarien est-il meilleur qu'un sandwich classique ? Mais de nouveau, c'est pour prendre un burger végétarien qui est fait avec de l'amidon modifié, beaucoup de sel pour donner beaucoup plus de goût. On ne va pas avoir quelque chose qui, d'un point de vue nutritionnel, est fort intéressant. Maintenant, il y a moyen chez soi de se faire son petit burger végétarien avec des lentilles, de pouvoir mixer, mettre ça avec du pain, avec des légumes et faire quelque chose qui peut être intéressant. Mais vraiment, le fast-food qu'on va aller trouver on ne peut pas citer les noms des chaînes de fast-food. Voilà. C'est pas quelque chose de... Alors, on prend une salade. Oui, en espérant que ce soit vraiment une salade. On fait attention à la sauce, oui. En tant qu'espèce dite carnivore, quelles sont les conséquences à long terme de ne plus consommer aucun produit d'origine animale et de se diriger vers une consommation dite végétalisme ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Mais ne plus consommer aucun produit d'origine animale, de nouveau, si c'est vraiment origine animale, on peut se retrouver avec
des soucis au niveau de l'apport en fer, au niveau de l'apport en matières grasses de type EPA, DHA notamment, qu'on ne va retrouver que dans des produits d'origine animale, en vitamine B12 aussi. Donc à ce moment-là, on s'expose à des carences. Maintenant, si dans la question, l'idée était plutôt est-ce qu'on peut ne pas manger de viande en enlevant uniquement la viande et de poisson, mais est-ce qu'on peut quand même arriver à équilibrer avec d'autres produits en étant très attentif et en étant vraiment, en se documentant, en prenant un avis professionnel, on peut essayer de pouvoir couvrir ses besoins, mais on aura quand même des produits d'origine animaux. Avec 0 produit d'origine animaux, ça devient fort compliqué. Et alors, il faut un suivi qui soit un suivi médical pour voir si, justement, on ne développe pas ces carences. Ok. Maintenant, il y a des pistes d'avenir, c'est la fausse viande en laboratoire. Ça, on n'en a pas parlé, personne n'a posé la question, mais il y a aussi, prendre au niveau génétique, reproduire de la fausse viande en laboratoire, ça pose question aussi, mais là, on ne tue plus d'animal pour le faire. Donc. Au niveau éthique, c'est vrai que pourquoi pas si ça, oui. Pour le moment, ça coûte encore très cher de le faire. Donc, dans le cadre du flexitarisme, est-ce que vous pensez que c'est plus respectueux de l'homme? Alors ça, c'est une question, oui, c'est une question intéressante. On peut se poser la question si le fait d'être flexitarien, de par son impact sur l'environnement, ça peut peut-être signifier qu'on est un peu plus respectueux de soi-même en même temps, en se disant je mange un peu moins de viande, je vais varier mes sources de protéines. Maintenant, il n'y a pas que cette façon-là d'être plus respectueux au niveau de sa consommation. Parce qu'on n'en a pas parlé non plus, mais il y a une possibilité qui est aussi une possibilité de réduire la quantité de viande qu'on consomme. Donc au niveau impact, quand on va essayer d'avoir des quantités de viande qui sont peut-être limitées, gérer le gaspillage alimentaire aussi en ne prévoyant pas obligatoirement un énorme morceau pour chaque personne ou en ne prévoyant pas 2 saucisses de plus à chaque fois qu'on cuisine et puis c'est jeté, c'est mis au compost au mieux ou alors c'est mis carrément dans la poubelle. Donc à ce moment-là, c'est aussi une façon, ça peut être une façon de gérer les ressources aussi et de gérer l'impact que ça peut avoir sur soi-même en tant qu'être humain, de limiter la quantité aussi. Donc le flexitarisme peut faire partie de cette démarche-là. Il y a justement une question qui allait dans ce sens, où la personne demandait, par rapport justement à cette consommation réduite, les économies aussi financières en période de crise. Mais ça, c'est sûr que si on mange de la viande un jour sur 2 et pas tous les jours, on va faire des économies. Maintenant, il faut aussi aller acheter des produits de qualité pour avoir son apport en protéines. Donc, il faut aussi aller acheter des légumineuses, il faut aussi aller acheter des produits lactés, éventuellement, si on en consomme. Donc, il faut quand même ne pas s'attendre à avoir un budget qui va être divisé par 3 parce qu'on réduit sa consommation de viande ou on alterne la consommation de viande. Donc, de nouveau, l'idée n'est pas juste de dire j'ai mon puzzle, mon alimentation, mes besoins qui sont couverts par mon puzzle alimentaire et je vais juste aller enlever les pièces viande et ne rien remettre à la place. Manger moins, mais manger mieux. Voilà. Ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir aussi vers un modèle de développement des animaux, enfin de l'élevage des animaux dans les conditions un peu plus dignes? Ça, évidemment, c'est un vœu pieux et malheureusement, on ne va pas pouvoir... La viande est de meilleure qualité aussi si elle est mieux élevée, non? Oui. Et évidemment, une viande de meilleure qualité, voilà, ça a aussi un intérêt au niveau nutritionnel. Mais oui, celui qui est dans la démarche de se dire je veux devenir végétarien par respect pour les animaux, mais c'est vrai qu'il y a l'étape, soit, je veux dire, un peu extrême de dire je ne mange plus de viande, je ne mange plus les animaux, ou peut-être une étape intermédiaire où on se dit ok, j'en mange encore ou j'en mange encore de façon occasionnelle, mais ce que je vais décider de manger, je vais avoir une démarche d'essayer de me renseigner, de savoir un petit peu par quelle filière on passe. Plus local, oui. Et aussi plus en plein air, les animaux en plein air, au lieu d'être tous mis sur l'eau, dans les cages. Ce serait l'idéal. Malheureusement, il y a des choses qui bougent, je pense, à ce niveau-là. Il y a des choses qui se mettent en route, mais petit à petit.